Alors, en 2012, Ridley Scott mettait en scène un robot capable d'extraire un corps étranger, en l'espèce un alien, du corps de son héroïne. En 2005 déjà, Lincoln 6 Echo se réveillait dans une pièce ultra sophistiquée, contrôlant sa santé en permanence. Autrefois purement fictives, ces nouvelles technologies médicales semblent désormais s'échapper de notre imaginaire collectif et faire partie intégrante de notre quotidien, à la faveur des progrès de l'intelligence artificielle. Pour paraphraser un illustre homme normal, le changement, c'est maintenant. Les progrès de l'intelligence artificielle soulèvent autant d'espoir d'une médecine plus efficace, plus personnalisée, plus performante, que de crainte d'une médecine déshumanisée, d'une violation de la vie privée et d'une rupture du fameux colloque singulier unissant le médecin à son patient. Aussi, les questions juridiques soulevées par ce phénomène d'ampleur ne manquent pas. La première, et qui pose quand même des difficultés, c'est celle de la délimitation même de la notion d'intelligence artificielle. Vincent vous a brillamment montré les différentes applications, de même que David Gruson. Il n'y a pas de définition juridique de l'intelligence artificielle, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on peut s'interroger sur l'opportunité même de la notion d'intelligence artificielle. Pour le créateur de Siri, l'intelligence artificielle n'existe pas. Il y a des termes qui sont définis en matière médicale, notamment la télémédecine, mais la télémédecine ne représente qu'une petite partie de l'intelligence artificielle dans la matière médicale. Alors, comment s'en sortir? Alors, le droit envisage déjà la définition donnée par Marvin Minsky, qui envisage donc l'intelligence artificielle comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Cette définition est très large. On le voit par les termes employés. Elle recouvre en fait deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle faible, dont vous a parlé Vincent tout à l'heure, qui se contente en fait de reproduire les comportements humains, et l'intelligence artificielle forte, qui n'existe donc pas, si j'ai bien tout compris, et qui vise à éveiller la machine à sa propre intelligence et à faire naître une forme de conscience. Cette définition donc dévoile l'ampleur de la tâche du juriste, puisque dans le domaine de la santé comme ailleurs, les manifestations de l'intelligence artificielle sont nombreuses et ont différents visages. Il y a d'abord les robots chirurgicaux, par exemple, puis des applications plus désincarnées, comme les logiciels d'aide à la prescription, les logiciels d'aide à la décision, en passant par des applications de santé ou des logiciels, ou d'autres logiciels plus performants. Alors, s'interroger sur les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle dans l'accompagnement et le soin nous conduira à nous interroger donc sur l'aptitude de notre droit à recevoir et à encadrer les nouveaux outils et, le cas échéant, sur la nécessité d'adaptation de l'encadrement existant. La réponse à ces interrogations est distincte selon que l'on se place dans la relation médicale ou en dehors de la relation médicale. Alors, si je me place dans le cadre de la relation médicale que vous connaissez bien, le déploiement de l'intelligence artificielle va venir modifier son économie, son équilibre, en perturbant quelque peu les obligations du médecin et, pourquoi pas, du patient. Elle pourrait donc avoir un impact sur les obligations et plus globalement sur la situation du patient. Alors, s'agissant du médecin, le médecin va d'abord voir ses obligations renforcées, et je vais en parler tout de suite, mais on risque également, et là je serai moins optimiste que M. Gruson en matière de responsabilité, d'avoir des difficultés à identifier qui doit être responsable d'un dommage qui serait causé à l'occasion de l'utilisation ou de l'inutilisation d'un logiciel d'aide à la décision. Alors, s'agissant du renforcement des obligations du médecin, je vais essayer d'être simple, puisque de toute façon, vous connaissez bien ces éléments-là. Le médecin, on peut schématiser ses obligations en deux types d'obligations, les obligations humanistes et les obligations techniques. Si on prend les obligations humanistes, la première est de recueillir le consentement de son patient. Ce consentement, c'est le consentement à la relation médicale, mais aussi normalement à chaque acte qui lui est proposé. Ce consentement doit être finalisé, donc il doit savoir, le patient, à quoi il va, quels sont les traitements et actes de prévention qu'on peut lui proposer. Si
le médecin devait utiliser un outil d'intelligence artificielle. Nécessairement, il va devoir, et même s'il n'y a pour l'instant aucun texte qui le prévoit dans le Code de la santé publique, il va nécessairement devoir recueillir le consentement à l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle. Et on le voit, la difficulté, là encore je suis un petit peu moins optimiste que ce qui a pu être dit auparavant, la difficulté c'est que pour recueillir un consentement de la part du patient, encore faut-il que ce consentement soit libre et éclairé. Or, pour qu'il soit éclairé, il faut qu'il reçoive une information, ce patient. Or, le médecin va devoir être capable d'expliquer le cheminement fait par l'outil d'intelligence artificielle, qui ne sera pas toujours facile, et voire même pas possible, dans le cadre de l'intelligence artificielle se basant sur des données, le médecin ne sera pas forcément capable de remonter le cheminement qui a amené à telle ou telle probabilité de diagnostic. Donc il y a vraiment l'effet boîte noire qui risque de complexifier la tâche du médecin dans son obligation d'information qui est déjà lourde. Alors, deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que véritablement, et on le lit à droite à gauche, les outils d'intelligence artificielle vont renforcer ou complexifier l'obligation au secret professionnel des médecins? Alors, j'avoue que dans un premier temps, je m'étais dit, forcément, puisque l'intelligence artificielle va faciliter la transmission des données, faciliter le fait de colliger des données ensemble, et donc faciliter des accès divers des données. Et puis, en regardant plus profondément ce qu'est le secret médical, enfin le secret professionnel, on s'aperçoit que ce qui va être sanctionné de la part de notre droit, c'est la divulgation intentionnelle de la part du médecin. Donc finalement, les outils d'intelligence artificielle ne vont pas ici alourdir le secret professionnel du médecin, puisque quand effectivement, il y a des risques de captation des données, des risques de piratage, etc., mais ce ne sera pas volontaire. Et j'ai même envie de dire que dans le cadre de ce qu'on développe actuellement, le secret partagé, tous les outils du numérique viennent au contraire assez lui faciliter la tâche, puisque une information peut être partagée dans le cadre d'une équipe de soins qu'on entend de manière large d'ensemble des professionnels qui prennent en charge un patient. Donc finalement, je ne suis pas certaine que les données qui sont nécessaires à l'utilisation de l'intelligence artificielle alourdissent véritablement le secret professionnel du médecin. En revanche, c'est sur un autre raisonnement qu'il faut se placer. En revanche, effectivement, le médecin, s'il gère des données, est un responsable des traitements des données. Et à ce titre, il va être assujetti au fameux RGPD dont on vous a parlé tout à l'heure, et donc il va devoir respecter les obligations d'un responsable du traitement, qui est d'assurer la sécurité des données, et surtout d'être capable, depuis le RGPD, de démontrer qu'il a satisfait à toutes les exigences de sécurité pour protéger ces données. Donc ça veut dire qu'il devra être capable, si on lui demande, de montrer qu'il a bien sécurisé ces données par un mot de passe, par un badge, qu'il en a empêché l'accès, etc. Mais ce n'est pas forcément en termes de secret médical qu'il faut réfléchir, c'est plus en termes de protection des données personnelles. Alors, autre obligation du médecin, c'est l'obligation technique du médecin. Et vous le savez, ce n'est pas récent, depuis 1936, le médecin doit fournir à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'un soin qui serait donné grâce à l'intelligence artificielle serait nécessairement consciencieux, attentif et conforme aux données acquises de la science? Alors je ne doute pas que sur le consciencieux et attentif, ça pose aucun problème, voire même ça peut faciliter la satisfaction de cette obligation, puisqu'on va mieux suivre le patient, on va plus personnaliser les soins, donc sur cet aspect-là, ça ne pose pas de problème, mais c'est sur l'aspect conforme aux données acquises de la science. Et je me suis un peu interrogée sur ce que représentait l'intelligence artificielle, et il y a deux types d'approches en médecine. Il y a l'approche symbolique ou logique, qui est basée sur le raisonnement de spécialistes des différentes spécialités, qui sont reproduits par les outils de l'intelligence artificielle et qui sont transposés à des nouveaux cas. Dans ce cadre-là, étant donné qu'on se base sur les données de spécialistes, qui eux-mêmes ont publié dans les revues, etc., on est bien conforme aux données, enfin assez facilement conforme aux données acquises de la science. Par contre, si on se place dans une autre approche, l'approche numérique, comme c'est le cas par exemple en matière d'image pour repérer de traitement de l'image pour repérer les mélanomes,
L'outil ne fonctionne pas sur les raisonnements des professionnels, des spécialités, mais il fonctionne sur des données dont il va lui-même se nourrir. Dès lors, il est difficile d'assimiler le raisonnement de cette approche numérique aux données acquises de la science, sauf à certifier les outils, mais tous les outils pour l'heure ne sont pas soumis à une certification. Le sont les outils, par exemple, d'aide à la prescription. Pour les outils d'aide à la décision, c'est en cours. Donc il faut véritablement se poser la question de la place que l'on met pour les outils d'intelligence artificielle, d'aide à la décision, dans le cadre des données acquises de la science. Et à mon avis, il va falloir élargir un petit peu, puisqu'on n'est clairement pas dans les données acquises de la science. Ce n'est pas acquis. Au contraire, le logiciel va être capable de faire lui-même ses propres associations. Alors, autre difficulté, et là, pour le coup, je rentrerai un petit peu plus dans le détail que les deux intervenants précédents, c'est la question de la responsabilité médicale. À mon avis, l'intelligence artificielle va venir complexifier le jeu des responsabilités. Je m'explique. Les outils d'intelligence artificielle peuvent causer deux types de dommages. Le premier type de dommage, ce serait où le médecin suit l'outil de l'intelligence artificielle et le fait d'avoir suivi le diagnostic cause un dommage. Ici, on peut faire deux sous-distinctions. Première sous-distinction, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit, l'outil est défaillant pour une raison de fiabilité de données, etc. Il est défaillant, donc il a donné un mauvais diagnostic, auquel cas je suis d'accord qu'on peut assez facilement, avec certaines adaptations, appliquer la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc notre droit ne sera pas trop mis en difficulté sur ce point. En revanche, tout autre est la question du médecin qui suit l'outil de l'intelligence artificielle, qui ne se trompe pas, mais qui cause quand même un dommage. C'est-à-dire l'outil d'intelligence artificielle n'est pas défaillant, le médecin a suivi l'outil de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il va pouvoir se dédouaner en disant « Ah ben moi j'ai suivi l'outil de l'intelligence artificielle, donc je ne suis pas fautif », parce qu'à l'heure actuelle, le médecin n'est responsable que de sa faute. Est-ce qu'on peut voir une faute dans le fait de ne pas avoir suivi la recommandation de l'intelligence artificielle ? À mon avis, non. Pour deux raisons. Alors, d'une part, parce que le médecin a une liberté thérapeutique, et d'autre part, parce que le médecin va avoir des difficultés à retracer le cheminement. Donc, s'il ne maîtrise pas le cheminement de la décision qui lui est proposée, il sera difficile de caractériser une faute. Donc, c'est une première difficulté. La seconde hypothèse serait l'hypothèse d'un patient qui subit un dommage alors que le médecin a refusé de suivre les préconisations de l'outil d'aide à la décision. Ici, certains y voient une difficulté. Pour ma part, j'y vois une expression de la liberté thérapeutique du médecin. C'est-à-dire que le médecin peut choisir, selon son esprit critique, s'il va ou non appliquer telle ou telle situation. La difficulté, c'est que le patient a lui aussi, en ligne, accès à des outils de pré-diagnostic. Et donc, il pourrait être tenté d'aller comparer le diagnostic que lui propose le médecin et les outils qu'il a sous la main. Et donc, ça risque de judiciariser, j'y reviendrai, la relation entre le médecin et son patient. Alors, effectivement, les outils d'intelligence artificielle peuvent soulever certaines difficultés, mais je me garderai bien cependant d'aller jusqu'à une proposition qui a été faite par certains auteurs, de proposer, et c'est ce qu'ont illustré nos étudiants, de proposer la reconnaissance d'une personnalité juridique pour les robots. Alors, ce n'est pas proposé spécialement en matière médicale, c'est proposé essentiellement en matière de véhicules autonomes, mais mon inquiétude est que ça a été quand même reproduit dans une résolution du Parlement européen de 2016, où il envisage, pour résoudre les problèmes de responsabilité en cas de machines autonomes, où le Parlement européen envisage parmi les solutions possibles le recours à la personnalité juridique des robots. Alors à mon avis, cette approche, et ça a été là pour le coup bien montré, cette approche est totalement inutile, puisqu'on a des outils qui nous permettent de déterminer le responsable, quitte, dans les cas où il y a une autonomie, à faire une présomption de responsabilité ou une présomption de faute. Je vous donnerai un exemple. Quand vous organisez une recherche impliquant la personne humaine, qui est responsable ? Le promoteur. Et il est responsable
quoi qu'il arrive, sauf s'il arrive à démontrer qu'aucune personne qui a participé à la recherche n'a commis de faute. On pourrait faire exactement la même chose en matière de robots autonomes. Donc ça ne pose pas de difficulté en ce sens. Donc le recours à une personnalité juridique des robots est non seulement inutile, mais elle serait même dangereuse, puisqu'elle aboutirait à une déresponsabilisation des entreprises qui créent les robots, qui pourrait à terme être néfaste sur la qualité et l'efficacité de ces machines. Alors, je vous le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle pourrait aussi avoir un impact sur la situation du patient. Et je m'explique. La première chose, c'est qu'il faut voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est que le patient va bénéficier de soins plus personnalisés, il va bénéficier d'un meilleur suivi, de diagnostics d'une meilleure fiabilité, enfin, en tout cas on l'espère. Donc tout ça, c'est plutôt de côté positif. Mais côté négatif, est-ce qu'il n'y a pas un risque, d'une part, de judiciarisation de la relation médecin-patient, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, puisque on le voit déjà, même sans intelligence artificielle, mais rien qu'avec les sites genre Doctissimo, etc., certains patients arrivent quand même si j'en crois ce que j'ai entendu, arrivent quand même dans les cabinets en sachant déjà ce qu'ils ont, et ils ne sont pas contents si jamais on ne leur donne pas un antibiotique ou le médicament auquel ils s'attendaient parce qu'ils ont fait leur autodiagnostic. Alors qu'en sera-t-il quand ils auront justement accès à ces outils de pré-diagnostic ? Autre difficulté sur la situation du patient, on peut craindre une certaine déshumanisation de la relation médecin-patient, ce que M. Gruson envisageait tout à l'heure en parlant de délégation de consentement de la part du patient. Je m'explique. Si on montre à un patient qu'il a 99% de chances d'être atteint de telle maladie et qu'on lui propose ce traitement-là, en conséquence, que restera-t-il de son consentement face à la froideur de ce chiffre et face à l'objectivité ressentie du chiffre mathématique? Donc il faut, à mon sens, renforcer ici le consentement du patient et le rechercher de manière systématiquement, ce qui existe déjà, mais peut-être rajouter quelques dispositions pour s'assurer que le médecin va le rechercher et ne se contente pas d'annoncer un chiffre comme ça, et qui prennent aussi en considération les données non biologiques, les données comme la préférence du patient par rapport à ses habitudes, peut-être qu'on est en face d'un patient qui est contre le traitement. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en considération. Enfin, dernière chose, et j'en arrive à peu près à mon autre partie, mais sur la situation du patient, il y a un risque de responsabilisation du patient. Je m'explique. Grâce à des objets connectés, il est de plus en plus aisé de capter et d'objectiver le comportement d'un patient. On a tous une application de santé qui compte le nombre de pas qu'on peut faire, voire les calories qu'on ingère, et il serait tentant pour certains tiers comme les GAFAM ou les assureurs, par exemple, de moduler une prime en fonction du comportement, ce qui est déjà proposé en version positive, c'est-à-dire on offre un avantage à un patient qui aurait un comportement vertueux, mais on peut imaginer que si on n'y prend pas garde juridiquement, il puisse y avoir des discriminations dans les endroits où ce n'est pas déjà interdit. Je pense en matière de complémentaire santé, c'est déjà interdit, mais ce n'est pas interdit dans tous les domaines assurantiels. Donc ça pose cette question. Autre question qui se pose, c'est la question de la ruine de notre système assurantiel, qui est basé sur la mutualisation des risques. À partir du moment où on hyper-personnalise la prime, est-ce qu'on est dans la mutualisation du risque? Et là, du coup, on fait tomber notre système assurantiel. Alors, et là, on le voit bien, je vous ai parlé de la relation médecin-patient, mais on commence déjà à déborder sur ma deuxième partie consacrée aux enjeux de la relation de l'intelligence artificielle hors de la relation médicale. Ici, vous l'avez compris, j'ai envie d'aborder avec vous ce qui a déjà été un peu abordé, les big data, puisque en fait, la question qui se pose ici, c'est celle de l'optimisation des données relatives à la santé. Ici, les enjeux peuvent se résumer à deux mots. Le premier, protéger. Le deuxième, partager. Alors, protéger quoi ? Protéger les données individuelles
contre les risques d'une violation de la vie privée, contre le piratage ou même les risques d'une marchandisation des données. Et partager les données de santé pour pouvoir permettre leur collecte, leur analyse, qui se révèlent essentielles en termes de pharmacovigilance, d'épidémiologie, de fiabilité du diagnostic, de sécurisation des traitements ou encore de suivi personnalisé. De prime abord, on pourrait s'étonner du caractère contradictoire des deux termes, pourtant il n'en est rien. Et tout l'enjeu pour le droit sera de trouver le juste point d'équilibre permettant d'une part d'éviter la tentation sécuritaire qui tendrait à protéger trop lourdement nos données et qui empêcherait toute exploitation et donc au final on perdrait tout intérêt à la donnée, et d'autre part la deuxième tentation qu'il faut éviter, c'est la trop grande libéralisation qui laisserait la porte ouverte à des violations des droits fondamentaux, comme le droit au respect à la vie privée, ou à des possibles discriminations fondées sur l'exploitation des données de santé. C'est donc à la recherche de cet équilibre entre la protection d'un intérêt privé et la protection des intérêts publics que le droit européen et le législateur français se sont attelés, à travers d'un dispositif très copieux. Alors je ne vous le fais pas en détail, mais en gros, vous avez le RGPD, vous avez la loi du 20 juin 2018, vous avez la loi du 26 janvier 2016 et tous les décrets d'application qui vont avec. Donc c'est très lourd. Le législateur recherche l'équilibre, mais je vais vous le montrer, l'équilibre n'est pas encore tout à fait atteint, et je vous montrerai pourquoi. Alors, le dispositif est protecteur de l'intérêt particulier de la personne concernée. En effet, le RGPD protège les données de santé à deux titres, à titre des données personnelles et à titre des données sensibles. Comme c'est une donnée personnelle, les données de santé, c'est-à-dire des données identifiables directement ou indirectement, c'est-à-dire des données soit nominatives, soit qui permettent l'identification de la personne par des recoupements entre données. À ce titre, donc, les données de santé, comme données personnelles, bénéficient des principes protecteurs du RGPD, qu'il s'agisse des principes de licéité, de loyauté, de transparence de la collecte, et aussi tous les principes régissant son exploitation, ou encore tous les droits reconnus à la personne concernée, comme l'accès à l'information, la rectification, le droit à l'information. En tant que données sensibles, les données de santé sont également protégées, et comme le soulignait le rapport Villani, le caractère sensible des données de santé justifie toutes les vigilances internes et européennes, et ce qui fait que le traitement de ces données sensibles dont font les santé est interdit, par principe. Mais évidemment, pour protéger l'intérêt public, il va falloir qu'on apporte un certain nombre de dérogations à cette interdiction de traitement des données de santé. Alors juste petite remarque, il y a aussi des dérogations qui permettent la protection de l'intérêt privé. Je m'explique, ce sera facile d'exploiter vos données de santé pour vous sauver la vie. Là, on fait une dérogation, on va bien traiter vos données, par exemple, pour vous mettre sur une liste de receveurs d'organes. Donc, il y a des exceptions d'intérêt privé, mais il y a aussi des exceptions d'intérêt public. Je précise, Magali Boutaille-Brigand, je suis par là, à votre gauche. Il reste 5 minutes. Oui, s'agissant justement de l'aménagement du dispositif de préservation de l'intérêt public, le législateur a prévu des exceptions pour permettre à la recherche privée, à la recherche publique, de faire des recherches sur les traitements. De la même manière, on peut faire des traitements à des fins archivistiques, statistiques, par les organes de l'État autorisés. Et c'est le même intérêt public de sécurité qui permet la réalisation de traitements des données biométriques qui sont autorisées s'ils sont strictement nécessaires au contrôle d'accès des lieux de travail ainsi qu'aux appareils et applications utilisés dans le cadre des missions d'intérêt public. Par ailleurs, l'intérêt public justifie également que les droits reconnus à la personne concernée soient aménagés. Par exemple, on pourra écarter le consentement pour satisfaire une exigence d'intérêt public, c'est-à-dire que pour la recherche, on va informer la personne qu'on soumet ses données à une recherche, mais on ne doit pas forcément rechercher son consentement. Il y a plus de nuances que ça, mais j'irai un peu vite. Le droit à l'oubli aussi peut être effacé dans l'intérêt public et à des fins de recherche. Et de même, le patient perd son droit à l'opposition à l'exploitation de ses données de santé si les recherches sont nécessaires à l'accomplissement des missions des services publics de l'État.
Par ailleurs, le système a aménagé également un système national des données de santé dont vous parlerez cet après-midi, donc je me permets de passer rapidement dessus, qui permet à des organismes identifiés d'avoir des autorisations permanentes d'accéder aux données de santé et des autorisations temporaires pour des organismes qui auraient des missions de service public qui rentrent dans le cadre de l'intérêt du SNDS. Alors, je vous disais que l'équilibre n'est pas totalement trouvé, et je vous en donnerai 3 raisons rapidement. La première, c'est que la notion de données de santé n'est pas très claire. Je cite, c'est les données relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de la personne. Alors, on voit bien que toutes les données que vous recueillez au moment de l'admission à l'hôpital ou au moment de l'examen du patient, ce sont bien des données de santé, mais se pose la question du périmètre. Vous avez tous des applications mobiles. C'est sûr que si votre application se contente de compter le nombre de pas que vous faites dans la journée, ce n'est pas en soi une donnée de santé, mais si on croise cette donnée avec le nombre de calories que vous ingérez, votre poids, etc., ça peut vous donner une information sur votre état de santé. Donc, ça relève de la protection des données de santé. Et là, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, et je suis parfaitement en accord avec ce qui a été dit, c'est est-ce que toutes les données de santé se valent? Alors déjà, réponse non, parce qu'on a bien les données génétiques qui sont plus protégées, mais est-ce que le nombre de calories que j'ingère doit être protégé de la même manière que la maladie que j'ai? C'est vraiment une question qui se pose, et je pense que là, le RGPD et la loi française incluent trop facilement des données et les soumet au même régime. Par ailleurs, autre interrogation que je me pose, c'est la question de la portée du consentement. Parmi les exceptions possibles à l'interdiction des traitements des données sensibles, il y a le consentement. Mais est-ce que mon consentement autorise tous les traitements de toutes les finalités? Je m'explique. Est-ce que si j'autorise un traitement pour une recherche ou à des fins de diagnostic, très bien. Mais est-ce que le traitement de ces données sensibles peut se justifier si j'ai donné mon consentement à une exploitation à titre publicitaire? Et ça se pose à d'autant plus forte raison que quand vous donnez votre consentement sur des applications de santé, vous n'avez pas forcément conscience que vous avez donné votre consentement. Vous avez dit « j'accède » parce que vous êtes pressé d'accéder à la donnée, d'accéder au site, et que vous n'avez pas forcément conscience que vous vous engagez à quelque chose. Donc, il y a véritablement une question qui se pose sur la portée du consentement. Et est-ce que toutes les finalités qui sont basées sur l'autorisation expresse de la personne, est-ce que ça ne mériterait pas d'être un petit peu plus nuancé sur est-ce qu'on peut tout utiliser ou pas? Dernière question, et j'en terminerai là, c'est la question du monopole des données de santé. On l'a vu, M. Gruson l'a montré, de même que Vincent tout à l'heure, pour qu'un système soit efficace, il faut qu'il repose sur un grand nombre de données de santé. Ça suppose des infrastructures, ça suppose une capacité de stockage, ça suppose des moteurs de recherche très puissants. Et c'est vrai que les GAFAM ont aujourd'hui des capacités bien supérieures aux autres opérateurs et pourraient à terme, si on continuait dans cette voie, avoir un monopole sur les données de santé, puisque, j'ai un petit sondage rapide, qui fait ses recherches sur Google? C'est-à-dire beaucoup. Il y a des moteurs de recherche français ou des moteurs de recherche européens. Le simple fait d'aller se mettre sur Google, si Google décide de fermer l'accès aux données qu'il a recueillies, et il le fait, ça va nous fermer l'exploitation de certaines données. Donc en fait, il faut que le droit ici réagisse de façon à proposer des outils non pas nationaux, puisque ça n'aurait aucun effet, mais même pas européens, mais internationaux, et surtout, là en termes locaux, des outils d'incitation à l'utilisation des outils locaux. Il y a Quant, il y a d'autres moteurs de recherche qu'il faut utiliser de façon à ne pas aboutir à un gros déséquilibre où on aurait les GAFAM qui pourraient exploiter des millions de données et nous, on aurait quelques milliers de données qui ne nous permettraient pas d'exploiter quelque chose de manière fiable. Donc pour terminer, je dirais que le droit, je suis assez confiante, là je reprends ce que disait monsieur Gruson, je suis assez confiante sur la capacité, sur l'aptitude de notre droit à encadrer les améliorations, les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, mais ne nous l'aurons pas. Il faut véritablement avoir une réflexion, puisqu'il y a certaines adaptations, même si elles sont marginales, qui sont nécessaires, surtout si on développe de plus en plus les outils
reposant sur l'exploitation directe des données. Donc il faut véritablement faire attention à ça. Et j'en terminerai, puisqu'on est dans le cadre d'un colloque éthique, en disant que le droit n'est qu'un outil au service d'une politique, et la politique doit être menée et doit être précédée d'un raisonnement éthique. Finalement, le droit ne fera qu'appliquer les décisions qui seront prises en amont, et j'espère conformément à une éthique sérieuse. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.